Bonjour pour cette dernière journée du salon et du 4e salon des livres et de l'alerte. Justement, des livres et de l'alerte, c'est juste pour ça que je prends la parole. Enfin, je veux tous vous remercier. Monsieur Philippe Alimi, Monsieur Pierre Hu, Patrick Pelou, Sabrina Benali, qui vient en plus, mais qui, enfin en plus, non pas en plus, mais enfin qui est tout à fait légitime à être là pour parler de l'hôpital. Vous savez, c'est celle qui fait plein de millions de vues de partout, là, tout ça. Et voilà, on s'était rencontrés il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, au plateau des Glières, parce que le Rassemblement citoyen des résistants d'hier et d'aujourd'hui, en fait, invite beaucoup de gens. Et en fait, c'est intéressant parce que nous, on y va, on rencontre plein de gens. Eux, ils sont ici, ils rencontrent plein de gens. Et en fait, on s'aperçoit que sur des initiatives différentes et complémentaires, on peut faire comme citoyen pas mal de choses finalement dans la vie. Et donc c'est quand même la grosse idée. L'idée des livres et l'alerte, parce que c'est quand même un salon du livre, vous l'avez remarqué, et c'est d'ailleurs grâce aux livres qu'on peut réunir autant de personnalités et autant de diversité sur l'alerte. Tout ça pour vous dire qu'après, tout le monde sera en dédicace sur la librairie qui se trouve au premier étage de la salle Claire. Je veux vraiment vous remercier parce que ce salon n'existe pas sans vous et sans vous. Bonjour, merci à tous d'être venus. Je vais vous présenter nos invités. Ensuite, il va y avoir une petite lecture. On lancera le film après et on débattra avec les invités en suivant. Donc, Patrick Pelou, qu'on ne présente plus, médecin urgentiste à Necker. Vous êtes président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. On vous a bien connu au niveau du grand public, notamment en 2003, quand vous avez alerté sur le problème de la canicule en France. Et vous dénoncez depuis longtemps les conséquences des décisions politiques prises par les gouvernements successifs. À votre gauche, Sabrina Benali, qui a donc effectivement fait une vidéo qui a été vue plus de 12 millions de fois l'année dernière. Sur les réseaux sociaux, vous avez écrit le livre « La révolte d'une interne, santé, hôpital, état d'urgence », qu'on pourra trouver évidemment avec tous les autres ouvrages à la librairie. Professeur Philippe Alimi, vous êtes chef de service tu n'es plus chef, il était chef, pardon, non, radiologue néanmoins à l'hôpital européen Georges Pompidou et président de l'association nationale Jean-Louis Ménien de lutte contre la maltraitance à l'hôpital public. Donc vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet aussi. Et Frédéric Pierre Hu, vous êtes docteur en sciences politiques, sociologue, chercheur au CNRS, spécialisé dans les politiques de santé publique, la réforme de l'hôpital et le tournant gestionnaire de l'administration de santé. Vous avez écrit, vous aussi, de nombreux ouvrages sur le sujet. Et vous avez un prochain livre à sortir, Réforme et méforme de l'hôpital public, qui sortira en début de 2019. Donc il y a un petit texte qui va vous être lu. Ensuite, on va diffuser un film de 28 minutes que j'ai eu l'honneur et le plaisir de co-réaliser avec Bernard Nicolas, qui est en haut à gauche, qui s'appelle CHU Grenoble, la fin de l'Omerta, qui est un film de 28 minutes sur la souffrance du personnel soignant à l'hôpital public. Et ensuite, on débattra avec nos invités. Merci. Un extrait du livre de Patrick Pelou. Mon évolution, mon identité après l'attentat s'est aussi construite sur une singularité, celle de mon exercice de la médecine en tant qu'urgentiste. Je travaille dans la structure qui prend en charge les drames, les catastrophes, le SAMU de Paris, l'un des services les plus compliqués de la médecine. Mon traumatisme de médecin malade est très difficile à soigner. Difficile de passer de l'autre côté du miroir, d'avoir passé sa vie à soigner des cas graves et d'être touché au cœur et à l'âme. On côtoie des gens, on en sauve, et soudain tout bascule et on est de l'autre côté. J'en tire de nombreuses leçons médicales et psychologiques. Mais aujourd'hui, je continue à soigner des cas graves. Il s'agit de quelque chose de très mystérieux, de difficilement analysable. Lorsque l'attentat du 13 novembre est survenu, je ne suis pas allée sur le terrain. Je suis restée à la régulation, c'est-à-dire à la direction des secours, avec d'autres médecins. Un travail moins visible que celui du terrain, mais ô combien stratégique et tactique. Les centres de régulation en matière de sécurité deviennent un élément essentiel. Il s'agit d'un travail de l'invisible, du téléphone à un travail avec la voix, à un travail de l'inopiné, mais un travail véritablement moderne et contemporain de l'évolution de la civilisation. L'alerte est désormais le téléphone.
Le soir du 13 novembre 2015, je me souviens des appels des victimes, de leurs voix terrorisées, profondes et à l'écoute. Avec les permanenciers du SAMU, nous leur donnions des conseils pour rester cachés, pour garder les garrots, pour réchauffer les victimes. Le pire, c'était les appels pendant lesquels on entendait les tirs des terroristes. Les régulateurs, les permanenciers du SAMU ou les sapeurs-pompiers derrière leur téléphone peuvent se sentir démunis. Pourtant, ce sont eux qui ont envoyé les secours, dirigé les opérations. Dans la chaîne moderne des secours, le téléphone et les nouvelles technologies sont essentielles. J'avais un autre petit extrait aussi du livre de Philippe Halimi de Christian Maresco. Merci. Oui, soigner coûte et l'urgence coûte cher. Les urgences sont la porte d'entrée de l'hôpital et on passe souvent pour des perturbateurs auprès des autres services. Nos patients, très nombreux, sont répartis dans divers services et ça peut désorganiser ces unités. Mais peut-on faire autrement ? Oui, si l'on donne aux urgences d'autres moyens humains et matériels. Pour moi, c'est terminé. Je ne retournerai pas dans un hôpital public dont l'unique objectif est la rentabilité. On impose au personnel d'être des machines sans émotion, de faire les choses mécaniquement, et aux patients de subir ces conditions effroyables de prise en charge de plus en plus déshumanisantes. Patients et personnel deviennent de la matière première. Je ne me reconnais pas dans ce fonctionnement et ne peux accepter de le cautionner. Bien, merci de votre attention. Juste pour vous dire que ce film est toujours disponible sur YouTube, que vous pouvez le regarder, le partager, n'hésitez pas surtout. On va commencer avec vous, Sabrina Ben Ali, honneur aux femmes. Est-ce que ce que vous avez vu dans ce film correspond à ce que vous percevez dans votre activité au quotidien ? Ça marche ? Oui, bonjour. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que la première vidéo, enfin la troisième vidéo, parce qu'il y en avait eu avant celle qui a fait le buzz sur les médias, mais ça s'appelait Madame Touraine, c'est tous les jours l'état d'urgence à l'hôpital, hein, puisque effectivement, on se rend bien compte quand on le voit là que c'est partout, évidemment, et que on alerte sur l'état d'urgence. À l'époque, moi, j'avais fait cette vidéo parce que Madame Touraine annonçait l'ouverture de lits pour le plan grippe et se vantait surtout d'un gros plan de communication pour dire qu'elle prenait ses responsabilités. Et moi, 2 nuits avant de garde, j'avais une dame en insuffisance cardiaque qu'il fallait que je transfère dans une unité de soins intensifs cardiologiques. J'avais appelé 11 hôpitaux. Ça m'a pris 1h15 et je n'ai pas trouvé de lit pour cette dame. C'était d'où l'objet de la vidéo. Et ensuite, s'ensuit comme ça une chaîne épouvantable de manque de moyens cruciaux à l'hôpital. C'est à la fois les matériels, donc vous avez, ne nous mentons pas, vous voulez faire un électrocardiogramme, il ne marche pas, il faut aller au 3e étage en chercher un ambu à O2, vous dites j'y vais, le brancardier vous dit je peux pas déplacer ta dame, donc vous avez une personne âgée qui après avoir eu sa consultation attend 3 heures dans un couloir des urgences et donc il y a un glissement de tâche comme ça qui s'opère parce que du coup on demande à l'aide-soignant s'il peut lui la ramener parce qu'à un moment, éthiquement parlant, on ne peut pas voir ça en fait. Pour tous, ça m'est arrivé aussi de raccompagner les gens dans leur service parce que ça vous fait mal au cœur de voir quelqu'un qui a mal, qui attend des heures durant sur un brancard, sur un fauteuil roulant sans être ramené. Donc évidemment ça on peut le constater partout. Si je pense là au témoignage très fort qu'il y a eu pour Laurent, j'en profite pour penser pas qu'à Laurent, et je pense que c'est bien qu'on s'accorde tous 30 secondes, et j'aime le dire partout où je passe, pour penser à Emmanuel, à Delphine, à David, à tous les soignants qui en fait sont partis et sont plus là. Je le dis dans le livre, je leur pardonnerai pas nos morts. Parce que Madame Buzyn, là, parle du médiateur Édouard Couty, parce qu'au moment où ça remonte jusqu'à l'Assemblée, elle est obligée de dire quelque chose. Mais tous les jours, c'est des centaines de gens qui souffrent, qui prennent du Xanax, qui prennent des antidépresseurs. J'ai tenu à ce que dans le livre, à
poser des témoignages et je remercie les soignants qui ont bien voulu m'accorder l'autorisation de publication et je voulais aussi les faire parler. Donc vous retrouverez dans le livre certains des témoignages de soignants qui disent comme ils n'en peuvent plus. Et en pensant à ça, voilà, il y a plein de fois où ils ne sont pas obligés d'en venir jusque-là, où ils ne sont pas au courant. Et je rappelle quand même que Madame Buzyn a dit il y a 15 jours à un médecin qui l'a interpellée sur la journée de questions au quotidien du médecin, ce qu'elle comptait prendre comme mesure urgente devant la multiplication des tentatives de suicide et de suicide de nos collègues. Et cette dame lui a répondu que statistiquement, sur 1,2 million de salariés de l'hôpital public, il y aura toujours des risques. Donc il y a leur tableau et nous on a nos morts. Donc ces gens-là sont des meurtriers parce que savoir qu'il se passe ça, avoir des reportages comme celui-là aujourd'hui et continuer à ne rien faire, avoir les 4 fédérations du pays qui vous demandent en urgence de lâcher les taux financiers sur les hôpitaux publics et ne rien faire, ça s'appelle mettre les gens en danger, ça s'appelle une non-assistance en personne en danger. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc ces gens-là ont leurs responsabilités, nos vies, leurs chiffres. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas l'intention de les lâcher jusqu'à ce qu'ils répondent de leur conscience et de leurs actes. Patrick Pelloux, la situation aux urgences est dénoncée dans tous les médias, enfin pas seulement aux urgences, mais à l'hôpital en général, mais aux urgences en particulier depuis de très 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 nombreux mois. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la situation aux urgences semble encore pire dans les services d'urgence que dans les autres services à l'hôpital ? C'est très compliqué en fait de répondre très rapidement à ce genre de questions. Il y a un chiffre il y a un chiffre qui parle de lui-même. En 1988, qui est le plus ancien chiffre qu'on ait sur la fréquentation des urgences, on était environ à 7 millions de passages aux urgences en France. Et à l'époque, chaque établissement de santé devait avoir une permanence de soins ouverte, ce qui représentait à l'époque à peu près 3000 services d'urgence en France. D'accord ? Bon. Aujourd'hui, on est à 23 millions de passages aux urgences pour 690 services d'urgence. Pourquoi on en est arrivé là ? Parce qu'ils ont dit, toujours en mettant la peur en avant, c'est-à-dire il faut faire de la qualité des soins, donc ils jouent là-dessus. Ils disent, c'est pour ça qu'ils ont fermé plein de maternités, ils ont fait peur aux gens. Et c'est leur stratégie à chaque fois, de dire, voilà, attention, cette maternité, elle ne fait pas assez d'accouchements, il faut la fermer. Et d'un coup, pouf, donc d'un coup, ils démobilisent les personnels et ils ferment. Au niveau des urgences, la situation est devenue épouvantable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est très drôle de voir le CHU de Grenoble, parce qu'il y a quelques années, ça devait être en 2011, il y avait eu un gros conflit. Et j'ai rencontré en fait cette directrice. Mais c'est une narcissique pervers, quoi. Mais vraiment, non, mais sans rire. Tout ce qu'elle nous a dit, elle n'en a rien fait. Et les 3, je me rappelle, parce que moi je les avais appelées les pétroleuses, c'était 3 cocottes qui étaient là, qui étaient urgentistes, qui n'avaient plus aucun signe extérieur, plus de bijoux, comme la pédiatre qu'on a vue là, qui était en burn-out complet, qu'on avait ras-le-bol, et qui se battait l'ultime combat. Elles sont toutes parties. Tout le monde est parti. D'accord ? Et on a eu à nouveau des nouvelles de cette directrice quand un psychiatre s'est fait massacrer par une famille parce qu'il avait hospitalisé en psychiatrie un type qui se radicalisait. D'accord ? Et la famille est venue et lui a cassé la figure. Et là, elle a un peu levé le coude en disant non, mais c'est vrai, il faut mettre des moyens. Mais en même temps, dixit, en même temps, le psychiatre n'aurait pas dû voir le patient tout seul, etc. Donc c'était à chaque fois la faute du soignant. À l'heure actuelle, on est débordé maintenant au niveau des appels du SAMU, où on est passé à près de 30 millions d'appels téléphoniques, comme les pompiers qui sont à peu près à 23 millions d'appels. Donc il y a toute une déstructuration en fait du système de santé. La permanence des soins en ville ne se fait quasiment plus ou de manière très aléatoire, c'est-à-dire en fait le statut égalitaire qu'on devait avoir en France, on l'a perdu. Alors juste pour revenir sur le fond, en fait tout ça évolue. Il y en a un qui fait une erreur de date dans le film, c'est pas en 2006 que ça commence, c'est vraiment en 2007, avec le discours de Sarkozy disant
l'hôpital-entreprise. Et ça, ça faut quand même le savoir, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui se sont fourvoyés dans cette pensée. Parce que nous, à l'époque, on faisait déjà du syndicalisme et on était à cheval pour le combat avec les autres organisations syndicales, notamment des personnels, pour dire qu'il ne fallait pas faire cette réforme, notamment la création des pôles. Et en effet, la tarification à l'activité. La tarification à l'activité, il faut que vous sachiez que ça a engendré quelque chose d'important. 1/3 du temps des médecins est consacré au codage. S'ils ne codent pas, c'est-à-dire s'ils ne font pas des codifications comme des codes barres, ça, ils ne font pas rentrer d'argent. Ils sont notés là-dessus. Ce qui fait qu'il y a un stress, mais qui est réel. Nous, on le voit au niveau des structures d'urgence, au niveau des SAMU. Alors là, vous savez, il y a eu l'affaire de Strasbourg l'hiver dernier, qui est dramatique, avec une pauvre jeune fille qui appelle au secours, et le système dysfonctionne totalement avec une erreur humaine à la base, mais quand on reprend la charge de travail qu'il y avait, on comprend qu'on en arrive là. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Non pas de dire est-ce qu'il y a une bonne adéquation entre les besoins et les moyens qui sont donnés, non. On s'est empressé de dire il faut faire de l'assurance qualité. Voilà. Toujours le mot que vous citez dans le film, cette efficience et la manœuvre de la peur. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les fermetures continuent, mais alors largue à Manu, hein, ça y va, avec un discours du président de la République du 18 septembre, qui a été de dire non mais on ne va pas fermer, alors c'est vachement vicieux, ça j'adore, il a dit, on ne ferme plus, mais on recompose. C'est génial, c'est vraiment les Shadocks en fait, ce truc. Et d'un coup, au lieu de dire on ferme, on dit on modernise, on change. Alors, on essaye, nous on veut bien, d'un coup, d'accord, essayons de moderniser, parce que tous les systèmes doivent se moderniser. Mais on s'aperçoit in fine que ça conduit à la fermeture. Alors j'ai un exemple criant, parce que je soutiens la non-fermeture de la maternité de Creil. Creil, c'est un bassin de population qui est très démuni, hein, avec quasiment 45% de chômeurs, 60% de la population n'a pas de bagnole. Remarquez, vu le prix de l'essence, maintenant c'est bien. Bref, une très grande pauvreté. Et cette maternité fait quand même 5 à 6 accouchements par jour. C'est pas rien, 5 à 6 accouchements par jour. Avec, ils m'ont dit, 1/3 des femmes qui accouchent sont des mères seules. Donc vous imaginez le poids social de la maternité. Il y a quelques années, je vous assure que c'est vrai, on leur a construit un bâtiment flambant neuf de 4 étages en disant ça sera le siège de la nouvelle maternité. Alors ils ont vu un bâtiment se construire tout neuf. Et là, on leur a dit non, vous n'irez jamais dans ce bâtiment qui est vide. Non mais vous vous rendez compte, ils ont construit un bâtiment qui est vide, d'accord? Bâtiment vide. Et là, ils leur disent on ferme la maternité de Creil, il faut aller à Senlis. Et d'un coup, moi je suis allé les soutenir parce que vous avez des associations de malades, vous avez des médecins qui sont vent debout contre le truc, mais il faut quand même que vous le sachiez, vous avez des médecins qui soutiennent la fermeture. C'est-à-dire que quelque part, quand vous avez le collègue orthopédiste là, qui dit « moi, je n'ai pas signé la lettre de soutien à la direction générale », il y a un vrai débat à l'heure actuelle. Et puisque nous sommes à Paris, on parle de Paris, juste un mot pour terminer, ils sont en train de recomposer totalement l'assistance publique hôpitaux de Paris. Pour moi, c'est un pied vers la privatisation. Alors, pourquoi je vous dis ça? J'ai un exemple criant sur le bassin Est, c'est-à-dire Saint-Antoine, etc., qui touche votre secteur. Ils vont fermer 135 lits de soins longue durée pour les basculer aux EHPAD privés. C'est-à-dire que la PHP se désengage. Et un témoignage qui m'a été rapporté d'un orthopédiste de Necker qui a dit « on ne veut plus faire le quotidien, on veut faire que la chirurgie hautement spécialisée ». C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de basculer une partie de la chirurgie extrêmement rentable. Donc je ne vous raconte pas, évidemment, les cliniques privées, ils savent, ils se sont modernisés et je ne les critique pas parce qu'ils ont réussi cet exploit de rattraper l'activité des hôpitaux publics pour la prendre pour eux. Et donc maintenant, quasiment, il y a, enfin, sur certains secteurs, un délit de monopole. D'accord ? Et l'hôpital public, sous couvert de dire il faut rentabiliser les choses, il faut qu'on fasse des économies, etc., il ferme des tas de pans. Et juste pour terminer, il ne faut pas oublier la psychiatrie, qui est dans un danger, mais vraiment énorme, énorme.
Moi, j'en peux plus à la régulation. Vous avez les psychotiques sans traitement. D'un coup, alors vous demandez au médecin de ville d'y aller. Alors SOS ne veut plus y aller, parce qu'il est normal. Il y a des dangers, il risque de se faire taper dessus. Non. Donc d'un coup, on fait intervenir la police pour récupérer des personnes psychiatriquement dans des détresses épouvantables. Et bien entendu, vous avez d'un côté les associations qui disent « Oh là là, mais c'est dramatique le taux de suicide chez les jeunes. » Dramatique, hein. On a un des records européens. Bon, très bien. Vous vous tournez vers la pédopsychiatrie, mais alors là, vous pleurez. Il n'y a toujours pas de service. Il y a 2 structures d'urgence qui ne sont même pas des structures d'urgence pédopsychiatriques à Paris. C'est des médecins qui sont, elles sont héroïques. Une médecin du Kremlin-Bicêtre, une médecin de la Pitié, qui sont organisés pour faire des petites permanences. Mais il n'y a rien d'institutionnalisé. Voilà, c'est terrible. Enfin, je pourrais faire des heures. Merci. Oui, ça, j'en doute pas. Philippe Halimi, par le biais notamment de votre association, l'Association nationale Jean Le Ménien, vous recueillez de très nombreux témoignages de médecins soignants confondus en souffrance à l'hôpital public. Vous dites, on vous entend dire dans le film aussi que toute cette désespérance des soignants crée un risque aussi dans la prise en charge des patients. Est-ce que dans les différentes actions que l'association peut avoir, vous voyez un message un petit peu plus positif pour l'avenir? Oui, alors bien sûr, il faut se battre. La première, déjà, il faut se battre. Hein. Rien n'est inéluctable, même si le système dans lequel on veut nous enfermer est un système épouvantable. Bon, vous avez vu ce film. Alors, le danger, c'est que vous pensiez qu'il n'y a qu'à Grenoble que ça se passe comme ça. Bien entendu, vous avez compris que c'est le type de management de l'hôpital public conduit au fait qu'il y a des centaines d'établissements, et ce n'est pas les moindres, parce que le CHU de Grenoble, il y a 26 ou 28 CHU en France, c'est le numéro 7. C'est-à-dire qu'il y a des équipes extrêmement talentueuses, il y a des équipes brillantes en termes de recherche, et ce CHU est encore aujourd'hui à l'agonie. C'est-à-dire que le problème n'est pas résolu, il a été sous les feux de la rampe. La ministre elle-même s'est mouillée, puisqu'elle a ordonné un rapport qui a été fait par Édouard Couty, qui est très éloquent, qui dit non, qui n'est pas à charge, qui dit la réalité des choses. Édouard Couty, c'est un grand administrateur, c'est quelqu'un qui, dans le domaine de la santé, est connu comme est quelqu'un qui est respecté des personnels de soins comme de l'administration, quoique un petit peu moins par l'administration depuis qu'il a dit sa façon de penser sur ce qui s'est passé à Grenoble. Et lui, en tant que médiateur maintenant, il faut savoir qu'il a aussi quelques difficultés pour développer sa médiation, parce qu'on lui reproche d'avoir été franc sur ce qui se passait à Grenoble. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne le système. Parce que vous avez vu que tout est dit dans ce film. Hein. Ce n'est pas pour vous faire des compliments, Caroline, mais tout est dit. C'est-à-dire qu'on voit bien dans les échanges qu'il y a eu que... en gros, si vous voulez, un directeur d'établissement, même très mal intentionné, ne peut rien faire tout seul contre le corps médical. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place avec la loi HPST en particulier, qui a été promulguée en 2009? Les directions vont s'appuyer sur un personnel médico-administratif, c'est-à-dire les chefs de pôle, le président de CME, certes, qui est élu par ses pairs, mais qui n'a pratiquement aucun pouvoir dans la loi HPST. Et on va s'appuyer sur ces personnes. Malheureusement, je le dis malheureusement, ce sont des médecins la plupart du temps, qui vont faire régner la terreur. Faire régner la terreur, la peur. C'est-à-dire que quand vous voyez l'état de décomposition, même quand on regarde les mines de ses collègues qui sont... sous une pression permanente de l'administration, on me dit mais comment ils font pour tenir? Ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Ce sont des grands professionnels, ils ont des patients et ils essayent de faire du mieux possible dans un contexte qui est un contexte épouvantable. Et on en a parlé d'ailleurs dans le film, on parle de conflit éthique, c'est-à-dire que quand, en tant que médecin, on sait ce qu'on doit faire pour prendre en charge de façon optimale un patient, et qu'on sait que on ne nous offre pas la possibilité de le prendre en charge de façon correcte, on est en mal avec sa conscience, on perd un peu les pédales, on déprime, et on est victime d'un burn-out. Alors attention, le burn-out,
c'est pas uniquement le fait qu'on vous donne une charge de travail trop importante. Le burn-out, c'est aussi un symptôme du harcèlement moral et de la maltraitance. Parce que Clémentine Dupuis et Anne Panier, les deux endocrinopédiatres qui prenaient en charge, qui reprennent en charge maintenant, heureusement, des enfants diabétiques, on les a jamais écoutés. On n'a pas voulu les écouter. On les ignore. Elles n'existent pas. Ça, si ce n'est pas du harcèlement, il a fallu qu'elles arrivent au bout de ce chemin pour qu'elles, ne pouvant plus faire autrement que de s'arrêter, parce qu'elles étaient en grave dépression. Mais il faut imaginer ce que ça a été pour ces deux pédiatres de travailler dans ce contexte, parce que bien entendu, elles faisaient de l'éducation des enfants et des familles diabétiques, et elles le faisaient tellement bien qu'on leur a tapé sur l'or, on dit, mais attendez, vous n'hospitalisez plus pour des complications du diabète ces enfants, donc vous faites perdre de l'argent à l'hôpital. C'est ça qu'on leur a reproché. Et c'est invraisemblable, c'est absolument invraisemblable, et c'est ça la réalité du système. Laurent Sellec, ce collègue neurochirurgien qui s'est suicidé le 2 novembre 2017, eh ben, Laurent Sellec, il était en burn-out permanent. Il était à la fois neurochirurgien pédiatrique et adulte, et personne n'a écouté ses alertes. Il avait été un an auparavant victime d'un burn-out, et y compris sa hiérarchie médicale n'a pas voulu s'appuyer sur ce qu'il disait et sur la réalité de terrain. Alors ensuite, on peut avoir comme Jacques Griffet, l'un de ceux qui n'a pas voulu signer ce rapport des chefs de pôle en soutien à Jacqueline Hubert, eh bien, il faut savoir que les directeurs d'établissement, la seule façon d'assurer leur promotion pour eux, c'est de mettre l'hôpital dans le vert, même si c'est une vraie catastrophe sur le plan médical, y compris pour les patients. C'est ça la réalité. Donc le directeur d'établissement qui est là, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il est là et il pense à sa future promotion. J'ai eu un hôpital, je vais en avoir un plus gros, je vais avoir un CHU, je vais avoir un CHU encore plus important. Et le seul critère de jugement, et c'est là où il va falloir introduire des modifications dans les années qui viennent pour assurer la promotion des directeurs d'hôpitaux, bah, c'est la responsabilité sociale ou sociétale qu'ils ont de gérer bien souvent un nombre considérable de personnel, comment ils les traitent, comment ils échangent avec eux. L'hôpital, c'est un système extrêmement complexe avec le développement technologique auquel on assiste actuellement. Donc ça doit être tout sauf un système vertical. Et c'est pas de chance, en France, on est dans cette logique managériale verticale où on doit faire de l'argent en permanence alors qu'on devrait avoir une vision horizontale. Il y a tellement de corps de métier, c'est complexe, c'est une machinerie qui doit être bien huilée, et actuellement, non seulement elle ne marche pas bien, mais elle n'est pas du tout huilée. Donc il y a cette logique qui est une logique économique qui est terrible, mais au-delà de la logique, il y a un pouvoir, il y a un management extrêmement violent et qui fait régner la terreur. Si vous voulez, quand Anne Panier et Clémentine Dupuis, mais tellement de collègues sont en consultation face à des patients, et quand il s'agit de première prise en charge, ça peut durer 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, eh bien la prime va aux médecins qui vont voir les patients en 10 minutes, et pas en 3/4 d'heure. C'est le monde à l'envers, et on va taper sur les médecins qui font bien leur travail. Il faut bien que vous compreniez que les personnes qui sont amenées à se suicider, personnel de soins, médecins, qui sont en très grand nombre, c'est par dizaines. Nous, on voit à l'échelon national ce qui se passe, eh bien, ils le font, et ce sont les meilleurs d'entre nous. C'est-à-dire ceux qui, à un moment donné, essayent à tout prix de maintenir un niveau de qualité acceptable, et qui, dans ce système-là, sont à un moment donné amenés à dire bah, stop, je rends mon tablier, je n'en peux plus, je ne vois pas d'issue autre que de me suicider. C'est ça le drame actuel de l'hôpital public. Alors, bien entendu, la note d'espoir, c'est que, il faut témoigner auprès de vous de ce qui se passe dans les hôpitaux, il faut se battre, il faut modifier les rapports de force au sein de l'hôpital public, il faut assurer des amendements aux lois, en particulier à la loi HPST. C'est bien ce qu'on est en train de faire actuellement, puisque eh bien, on est en train de alerter la Commission des affaires sociales, au Sénat comme à l'Assemblée nationale,
On doit voir la responsable santé au niveau de l'Élysée très bientôt. On espère être reçu par le ministre de la Santé et ses directeurs de cabinet parce qu'on fait des propositions qui touchent justement aux racines du problème. Parce que c'est bien de dénoncer, mais il faut également être une force de proposition. Et compte tenu de l'état déplorable de l'hôpital public actuellement, les politiques commencent à se rendre compte que ça ne va pas et que ça peut retentir sur leur réputation en tant que politique. Bien entendu, beaucoup d'entre eux sont députés, conseillers, et ayant les échanges avec dans leur ville, sont au courant de ce qui se passe à l'hôpital public, se disent, ben nous, mais ça peut nous nuire. Donc il faut probablement engranger une réforme qui est une réforme profonde du mode de fonctionnement de l'hôpital public. Et c'est ça l'espoir. L'espoir, c'est bien entendu de soutenir, de dénoncer et de conseiller les personnels qui sont en difficulté, mais c'est surtout de faire en sorte que ça n'existe plus. Alors justement, sur ces questions de réforme, Frédéric Pierru, vous êtes sociologue, quel regard portez-vous sur la crise que traverse l'hôpital public et qu'est-ce qu'on peut attendre? Bon, je vais peut-être apporter deux contrepoints pour ne pas déplacer un peu la problématique, en fait, deux précisions. Alors, on en avait discuté avec Philippe quand je l'avais vu à Pompidou. Enfin, il faut se débarrasser quand même du mythe de l'âge d'or. C'est-à-dire que l'hôpital, l'univers du soin, a toujours été un univers assez dur, notamment parce que c'est la confrontation à la maladie et à la mort, mais aussi avec des relations qui peuvent être brutales, très hiérarchiques. Alors ça dépend des services. Évidemment, un bloc opératoire, un service de chirurgie, c'est pas un service de médecine interne ou de diabétologie. Et donc ça peut être aussi un univers, je dirais l'univers médical ou soignant au sens large, est violent. Et il peut être violent. Et dans l'affaire Jean-Louis Ménien, nous en avions discuté, la maltraitance était autant managériale que médicale. C'est-à-dire que Jean-Louis Ménien a été quand même poussé au suicide, si j'ai bien compris cette histoire, par des affaires de succession à un chef de service qui, en gros, jouait l'un contre l'autre, etc. Donc, faut jamais oublier quand même, parce qu'on aurait l'impression que tout allait bien à l'hôpital, et puis lui est tombé dessus la contrainte gestionnaire, et puis finalement tout a fini par se détraquer. Alors, le problème actuel, c'est que cette dureté des relations à l'hôpital, pas partout, pas pareil, avec la même intensité, a été redoublée par une violence managériale ou gestionnaire. C'est-à-dire que, et tu l'as très bien dit, c'est que de fait, et les deux se sont combinés. Je dirais la dureté des relations à l'intérieur du monde médical d'un côté, et cette logique verticale, autoritaire, et de plus en plus autoritaire, et je dirais purement comptable à l'hôpital, se sont combinés dans des postes que tu as évoqués, par exemple le poste de chef de pôle, ou on pourrait citer aussi les cadres de santé, c'est-à-dire des soignants qui ont été enrôlés dans la logique gestionnaire. Et donc on a eu une espèce de redoublement d'un univers dur par la nature du métier et puis par son histoire aussi, parce que c'est un monde aussi darwinien, le monde de la médecine, c'est un monde de la sélection. Moi, je vous renvoie au livre de Auslander et Lefebvre qui quand même était assez sur le sort des internes, notamment à l'hôpital. C'est un monde darwinien qui fonctionne à la sélection. Il faut vous accrocher. Si vous accrochez pas, vous êtes éliminé. C'est la sélection des plus aptes, parfois aussi des plus dociles, etc. Je tiens à le dire quand même. Voilà. Mais et donc cette violence gestionnaire est venue donc redoubler cette violence intrinsèque, ou en tout cas cette dureté des relations médicales. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais préciser, peut-être, c'est d'élargir la focale, parce que je pense qu'on est, on est trop victime, on reste dans la catégorie des réformateurs quand on se focalise sur l'hôpital. D'abord, la crise de l'hôpital, elle vient de la crise de l'amont et de l'aval de l'hôpital. Et tu l'as très bien dit, Patrick, par exemple, qu'est-ce qui fait que les urgences sont débordées, par exemple, c'est notamment, et tu l'as très bien dit, c'est la mise à bas de tout ce qui était le joyau de la politique de soins psychiatriques en France, qui était la sectorisation. La sectorisation psychiatrique. Et donc, effectivement, où en quelque sorte, on encourageait les personnes souffrant de pathologies mentales à recourir d'abord à des CMPP, à des soins de ville, etc., avec des structures hospitalières qui coordonnaient les soins. Ça a été mis à bas dans les années 90. Mais je pourrais vous prendre aussi l'exemple des déserts médicaux.
qui font que de plus en plus de gens peinent à se soigner, à trouver des médecins et donc vont dans les urgences. Tout ça c'est connu. La banalisation des dépassements d'honoraires aussi. Parce que j'aimerais parfois aussi que les syndicats de médecins se mobilisent autant sur je dirais la multiplication des obstacles financiers d'accès aux soins des patients en médecine de ville, notamment en médecine de spécialité en ville, parce que évidemment ça chasse toute une catégorie de la population la plus précarisée vers les soins d'urgence. Donc, il y a une crise de l'amont, mais on l'a vu aussi avec le scandale des EHPAD, il y a une crise de l'aval. Donc, c'est les fameux phénomènes des bed blockers, c'est-à-dire ces personnes âgées, par exemple, qu'on n'arrive pas à renvoyer chez elles parce qu'elles sont isolées, ce qui renvoie à des évolutions sociales beaucoup plus lourdes, d'isolement, de rupture des liens familiaux, etc. Et ça se pose aussi en psychiatrie par ailleurs. Mais effectivement, dans les EHPAD, il n'y a pas assez de place, etc. Donc, il y a une embolisation des services hospitaliers, avec aussi des services hospitaliers qui viennent faire leur marché aux urgences et qui viennent choisir les beaux cas, et puis tous les cas impurs, les cas purs, c'est-à-dire le beau cas, les cas impurs, effectivement, on les laisse là aux charges des urgences, quitte aux urgentistes à trouver des solutions, à téléphoner, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, la première chose, c'est qu'il faut voir que notre hôpital public est le lieu d'ajustement de tous les dysfonctionnements de l'offre de soins. Voilà. Donc il faut élargir la focale. Alors la perversité absolue de la situation actuelle, effectivement, elle a été très bien décrite. C'est-à-dire que, alors que l'hôpital, parce qu'on nous parle de virage ambulatoire, mais quelle blague! Il n'y a pas de virage ambulatoire, il y a un mirage ambulatoire. Parce qu'en fait, quand vous regardez les chiffres, et tu les as cités, c'est un virage hospitalier. C'est-à-dire ce à quoi on est en train d'assister, c'est non pas un transfert d'activité de l'hôpital vers la ville, mais de la ville vers l'hôpital. Donc, et ça, les chiffres, les derniers chiffres qui sont tombés, il y a un très bel article de Pierre-Louis Bras dans les Tribunes de la Santé qui le montre, qui est un haut fonctionnaire star de l'IGAS, et il n'est pas soupçonné de gauchisme aucunement. Et donc il le montre très bien. Donc on dit à l'hôpital, de plus en plus de gens, vous devez prendre en charge de plus en plus de patients, mais vous le faites avec, d'une part, une politique de restructuration qui s'est durcie depuis, parce que moi, c'est la chronologie parfois aussi que je discute, parce que je pense que le vrai virage, c'est les années 2000. C'est-à-dire que c'est vraiment là où il y a un durcissement de la politique de restructuration sur l'idée que l'hôpital, c'est la critique de l'hospitalocentrisme en France. Ça me fait rire, moi, c'est la critique de l'hospitalocentrisme. Parce qu'avant de déplorer l'hospitalocentrisme, il faudrait d'abord se poser la question, pourquoi l'hôpital continue d'occuper cette place centrale dans notre offre de soins. Et les gens, ils préféraient se faire soigner en proximité. Donc si l'hospitalocentrisme perdure, c'est bien parce que, en quelque sorte, la population sait très bien que l'hôpital, c'est le dernier recours de l'accès aux soins, où on paye, par exemple, où on ne paye pas, on n'a pas à faire d'avance de frais, il y a tous les soins qui sont délivrés avec le plateau technique, etc. Donc durcissement de la politique de restructuration, avec par exemple les maternités qui ont fermé, tu l'as cité, c'est les maternités qui ont trinqué les premières. Et là, il y a un vrai tournant dans les années 2000. Deuxièmement, effectivement, la mise en place de la tarification à l'activité, j'y reviendrai pas, mais qui, au lieu de favoriser la tarification à l'activité, c'est un contresens total. Parce que notre hôpital, quel est son défi? Le défi de l'hôpital, c'est de soigner de plus en plus de malades chroniques. Or, la tarification à l'activité véhicule une conception industrielle et techniciste de la médecine, soit exactement la médecine dont la part, en quelque sorte, se réduit par rapport à la prise en charge de malades chroniques, qui appelle une appréhension globale des personnes, sociale, psychologique, éducation thérapeutique du patient, etc. Donc on a mis en place la T2A à un moment où, en fait, l'hôpital était en train de muter, je dirais, pour aller vers un hôpital qui prend en charge de plus en plus de maladies chroniques. Donc c'est absurde. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Par exemple, la bureaucratisation de l'hôpital. Parce que c'est quand même fascinant, les gestionnaires, ils se revendiquent toujours de la qualité, ce qui est particulièrement pervers, je suis d'accord, mais par exemple, ils vous disent toujours, on décloisonne, alors qu'en fait, et les Anglais disent cut the red tape, c'est-à-dire on va lutter contre la paperasse. Tous les travaux au niveau international convergent vers une seule conclusion, le néo-management tel qu'il se déploie dans tous les pays se traduit par une accélération de la bureaucratisation des univers de travail. C'est-à-dire, en fait, que le temps médical, le temps soignant, qui est déjà
pas suffisant, est absorbé dans des tâches bureaucratiques, mais aussi avec les respects de protocoles, de standards, de normes qualité, etc., qui parfois nuisent aussi à une prise, à une médecine sur mesure, mais il faudrait détailler. Et puis j'en finis là. La dernière chose, c'est comment vous dire? Oui, sur la T2A, c'est ça que je voulais dire, c'est que la tarification à l'activité, c'est intéressant, parce qu'elle introduit comment vous dire, un conflit d'intérêts entre les soignants et la Sécu. C'est-à-dire entre les soignants et le financeur public. Parce que, évidemment, on dit aux soignants, faites du chiffre, hein, faites de plus en plus d'actes pour revenir à l'équilibre. Alors, évidemment, c'est des hamsters dans une roue, hein, parce que plus ils font d'actes, plus l'année suivante, comme ils sont dans une enveloppe contrainte de l'ONDAM, qu'on appelle l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, les tarifs baissent. Donc en fait, c'est vraiment des hamsters. Ils sont obligés de courir de plus en plus vite. On leur dit pour retourner à l'équilibre, mais en faisant plus d'actes. En faisant plus d'actes, en fait, ils pompent de plus en plus la Sécu, puisque c'est elle qui finance à 90% les soins hospitaliers. Donc, c'est quand même assez étrange ce mode de fonctionnement qui organise un conflit d'intérêts entre les soignants d'un côté et la médecine hospitalière de l'autre. Ça profite aux directeurs d'établissement, puisque c'est sur ça qu'ils vont être jugés, comme vous le savez. C'est combien ils ont fait rentrer à l'intérieur des finances de l'hôpital public, de leur hôpital. Et bien entendu, ça veut dire qu'on les récompense de coûter encore plus pour la sécurité sociale. Oui. Voilà. Donc c'est très malsain. Oui, mais comme il a dit, il y a des médecins collaborent aussi au système. On est d'accord. Parce que les chefs de pôle qui sont des médecins touchent aussi des primes. Ouais. Alors il faut savoir que les chefs de pôle, c'était l'une des avancées, je dirais des reculs plutôt, des nouvelles lois de santé dans les années 2007, 2008, 2009. On a créé des chefs de pôle. Alors, un chef de pôle, c'est fantastique. C'est-à-dire que pour le patient, le pôle, ça ne représente rien. Pour un directeur d'établissement, c'est très important de se reposer non pas sur 35 ou 40 services dans son établissement quand c'est un grand établissement, mais il veut un minimum d'interlocuteurs médicaux. Donc on va demander à plusieurs services de se rassembler pour former un pôle et on va nommer un responsable de pôle. Alors le responsable de pôle, c'est un médecin. Mais par qui croyez-vous qu'il est nommé? Il est nommé par l'administration. Donc bien entendu, et il est révocable à tout moment par l'administration. Donc on est dans une vision, je dirais, collaborationniste où un certain nombre de mes collègues, malheureusement, rentrent dans un système qui consiste à faire plaisir à l'administration et il faut bien entendu tout le temps leur faire plaisir. Pourquoi? Parce que si jamais, à un moment donné, on a un réflexe, je dirais, éthique, eh bien on va se faire taper dessus et on peut éventuellement vous dégommer du jour au lendemain. C'est ça, cette logique de travail. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est la conséquence de tout ce qui se passe. Quand on regarde le film de Grenoble et quand on voit les conséquences à moyen terme, c'est que d'abord l'hôpital se vide de ses médecins, il se vide de ses chirurgiens, il se vide de ses infirmiers, de ses infirmières, il se vide de ses cadres. Et c'est souvent ceux qui sont les plus, je dirais, opérationnels sur le terrain et qui n'acceptent pas de travailler dans ces conditions. Et ce qui est aussi plus grave, c'est que les jeunes ne veulent plus rester à l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils assurent rapidement leur formation de spécialistes en général, et voyant de l'intérieur comment fonctionne le système, eh bien ils s'en vont. C'est-à-dire qu'on va assister à une paupérisation de l'hôpital, un appauvrissement de l'hôpital, de ses meilleurs éléments, avec justement des jeunes qui ne veulent plus rentrer dans ce système, qu'ils rejettent complètement. Donc on voit bien qu'il y a à terme un danger, mais je dirais un danger vital pour l'hôpital public, et ça rejoint les considérations de certains d'entre nous qui pensons que tout ceci est voulu et veut, à un moment donné, aboutir au fait que l'hôpital sera tellement bas qu'on dira, écoutez, vous voyez, malheureusement, on ne peut plus rien faire et on va proposer que des secteurs entiers qui sont pris en charge par l'hôpital public le soient par le secteur privé, comme ça a été le cas pour le 4e âge et la dépendance. Donc on est dans ce système-là, et j'ai un peu peur que si on laisse encore quelques années passer, ce soit très difficile de revenir en arrière. Donc le combat, il faut le mener maintenant à tous les niveaux. Il faut informer, il faut diffuser le film sur Grenoble pour montrer la triste réalité de ce qu'est devenu l'hôpital public. Moi, je ne rencontre pas un seul de mes collègues
bien entendu à Georges Pompidou, mais dans tous les hôpitaux, on est amené à échanger avec les collègues qui sont en difficulté, et les collègues qui ne sont pas en difficulté, qui ne sont pas harcelés, mais qui disent, mais mon Dieu, ils me disent à moi, ils me disent, mais quelle chance tu as de partir à la retraite. C'est-à-dire que vous voyez un professionnel qui travaille depuis 20 ans à l'hôpital, qui est un peu plus jeune que moi, et qui m'a dit, mais Philippe, toi, tu as de la chance, nous, on en a encore 10 ans à tirer. Vous voyez, donc cette démoralisation, cette perte de sens, elle est générale, globale, et elle est en conséquence de quoi, bien entendu, alors que les progrès médicaux sont énormes, eh bien, il y a de plus en plus de défauts de prise en charge de patients pour des pathologies simples, tout simplement parce que on est dans un système qui est un système qui court à sa perte. Et alors c'est le cas de beaucoup de systèmes publics. Mais là, il y a des patients, quoi. Il y a des patients, il y a des responsabilités. Ça concerne potentiellement toute la population. Et on a de graves inquiétudes sur ce que sera notre système de santé publique dans le futur si on ne corrige pas rapidement le tir. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que dans la salle, il y aurait des questions? Oui, monsieur, à droite. Il y a quelqu'un qui va vous descendre un micro. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Je fais partie de ces irréductibles Gaulois qui tentent encore de défendre l'Hôtel-Dieu vidé à 85%. Le docteur Kierzek en a plus pour longtemps, il le sait. Et l'Hôtel-Dieu est promis à la vente. Aux dernières nouvelles, ce ne sont plus les Qataris qui devaient l'acheter, puisque tout ce qu'achètent les Qataris en France, mesdames, messieurs, soyez bien assis, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Tout ce qu'ils achètent en France en immobilier passe par le cabinet d'avocats d'affaires de Nicolas Sarkozy, et ce depuis 30 ans. Il les a comme clients depuis 30 ans. Je le sais par des gens qui ont quitté son parti. Et ça a été publié dans 2 livres. Ce n'est pas tout. Ce qui nous attend là très bientôt va être encore pire. Beauchamp et Bichat vont être fermés. Ils ne vont pas être fermés par hasard. Le méga hôpital prévu à construire à Saint-Ouen était déjà un projet de Sarkozy-Bachelot. Macron veut aller très vite en réalité. Fermer Beauchamp-Bichat, c'est 1800 lits. Ils vont en construire 900, pas plus. C'est un partenariat public-privé. C'est prévu. Or, comment fonctionne un partenariat public-privé? 98% de la population l'ignore. C'est l'État qui devient locataire sur 40 ans. Et là, le pompage, le captage des finances publiques est d'une efficacité, mais redoutable. C'était le contrat prévu à Notre-Dame-des-Landes. Je suis un ancien de l'aéronautique et de l'armée de l'air, je peux vous en parler. Ça, je connais très bien. Et je peux vous dire que l'ensemble des CHU actuellement en France vont être divisés par 2. C'est prévu. Et ensuite, on va les passer en partenariat public-privé. Si on en arrive à céder sur 1, il y en aura 2, il y en aura 3. Et au bout du compte, le ministère de la Santé va dire « Bon, on n'a pas assez d'argent. Comment on va les financer ?» Eh bien, on va faire payer les études de médecine comme en Angleterre. L'Angleterre, actuellement, j'ai les derniers chiffres, c'est 9 000 livres sterling par an. C'est que dalle. Chez les Américains, c'est entre 80 000 et 120 000 $ à l'année. Monsieur, il ne nous reste que 4 minutes, donc si vous avez une question à laquelle les invités pourraient répondre ou d'autres questions, parce que c'est très intéressant, mais on ne va pas avoir le temps de développer davantage. Est-ce que vous auriez une question à poser? Si je peux. En fait, ce qui est très intéressant de dire, pour conclure ce que vous dites et ce que dit très bien Frédéric dans les ouvrages, Philippe aussi, etc., c'est qu'on va juste d'un petit pas à la privatisation de la santé. Voilà, ne nous le cachons pas clairement, les PPP, etc. Cette diminution de l'ONDAM année après année, et la diminution de chaque tarif de la T2A, c'est pour faire la politique des caisses vides, dire il n'y a plus d'argent. Là, on a vu récemment, ils rompent le pacte Veil avec la non-compensation par l'État des exonérations sociales qui avant rentraient dans les caisses de la sécurité sociale qui maintenant n'y rentreront plus. Là, ils arrivent au bout. Et vous le disiez très bien, Philippe, on arrive au bout d'un système, d'un état de santé détérioré tant pour les soignants que pour les patients, d'un réseau hôpital, parce que ce que tu dis, Frédéric, dans les années 94, le manque de médecins, on l'a créé. On a pensé que c'était la politique de l'offre et la demande. On a dit s'il y aura moins de médecins, il y aura moins de demandes. Heureusement que ces gens-là ont fait l'ENA quand même. Donc là où on en arrive, évidemment, c'est les arrangements. Il y en a qui ne sont pas perdants.
Pourquoi est-ce qu'on nous parle du trou de la Sécu et qu'on ne parle pas des frais de gestion des mutuelles et assurances qui coûtent 6% plus cher que la sécurité sociale, dont Frédéric parle dans le livre L'hôpital est en réanimation, auquel je vous invite à lire. Donc effectivement, tout ça, et c'est encore pas d'affreux gauchistes qui le disent, c'est la Cour des comptes qui pointe ce problème-là. Les PPP, l'HGPE, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que c'est 600 millions d'euros supplémentaires de ce que ça a coûté aux contribuables par rapport au budget initial. Donc oui, on ne se le cache pas, tout ça est fait à des petits arrangements entre amis qui essayent de privatiser petit à petit le secteur de la santé avec la collaboration de grands administrateurs et de gens qui s'arrangent entre eux. Je rappelle quand même que l'ancien DIRCAP de Madame Agnès Buzyn était l'adjoint président directeur général de la mutuelle Humanis, d'accord, Assurance Humanis, d'accord. Donc à chaque fois que la Sécu recule un peu plus, c'est les mutuelles qui avancent et donc c'est la privatisation de la santé. Donc je pense que ça répond de là à on sait tous que derrière c'est un objectif de libéral qui est à l'œuvre aussi. Alors juste un clin d'œil hein, pour boucler la boucle. Hein. Jacqueline Hubert, qui est l'ancienne directrice de Grenoble, parce qu'elle a finalement été bien obligée de partir, eh ben, on l'a promue. Et on l'a promue pour réfléchir au financement de l'hôpital public pour les années à venir. On est mal barré. Juste, excusez-moi, dans les promotions, je tiens à rappeler que l'actuel maintenant, excusez-moi, après vous aurez les questions, mais juste que vous soyez au courant que l'actuel, par contre, maintenant, DIRCAB de la ministre, c'est l'ancien directeur du CHU de Toulouse, qui a dit que le seul problème de son hôpital, c'était la contestation sociale et qui a compté 6 suicides en 2016. Hein. Voilà qui sont les gens. Donc, pour vous dire que l'espoir, il faut qu'on fasse le rapport de force très vite. Une question au premier rang. Pas une question, mais un commentaire sur ce qu'a dit Patrick Pelloux sur l'affaire de Strasbourg, que je connais bien, et où je pense que personne ne se rend compte de ce que signifie cette affaire. D'abord, ce n'était pas une faute humaine. C'était quelqu'un d'épuisé et qui n'avait pas accès à des médecins parce qu'il n'y a plus de médecins au SAMU de Strasbourg. Et donc, ce qui a été demandé à l'IGAS, c'était d'écouter pendant 4 fois une semaine totale les appels au SAMU pour voir comment ça va se passer. Ils n'ont pas eu le temps, ils ont écouté 1 heure d'appel. Ceux qui veulent voir les chiffres peuvent le regarder dans le truc est sur Internet. 1 heure d'appel, 80 appels, 27 ont été décrochés sur les 80. Sur les 27 décrochés, 11 ont pu être traités par un médecin. 16 ont été traités par, moi je crois que c'est pas bien de les appeler assistants de régulation médicale à Strasbourg, c'est les standardistes, point. Ils n'ont aucune autre formation. Donc 16 ont été traités par les standardistes. Sur les 16 cas traités par les standardistes, tout ça est dans le rapport de l'IGAS, il y a eu 3 erreurs où il y avait des urgences médicales où la décision était de ne rien faire. Et dans 13 cas, les standardistes ont pris sur eux d'envoyer directement l'ambulance du SAMU, alors que l'IGAS le dit clairement, il n'y en avait pas besoin. Je ne sais pas combien coûte un envoi d'ambulance du SAMU, mais c'est 1 000 à 2 000 euros. Ouais, c'est à peu près ça. Donc ça veut dire qu'en 1 heure, l'hôpital de Strasbourg a jeté 26 000 euros, ou 20 000 euros, 13 envois non justifiés, et que ces 13 envois non justifiés on obligeait les standardistes à faire le travail des médecins en disant on n'a pas l'argent pour payer les médecins, mais on a l'argent pour faire ce type de gaspillage insensé. C'est là. Et pour revenir sur un autre point sur la T2A, moi j'ai été très mal vu au début quand j'ai travaillé sur les accidents vasculaires avec un collègue radiologue. Nos patients qu'on prenait en charge très vite grâce au SAMU allaient bien. Et donc l'hôpital était très peu remboursé parce que nos patients ne faisaient plus d'hémiplégie, ne faisaient plus de complications et pouvaient repartir en 3-4 jours. C'était une catastrophe. Si le patient faisait une hémiplégie, une phlébite et tout ça, l'hôpital était content. Donc on s'est fait dégommer, Rémi Boger et moi, parce qu'on a été arrivé à obtenir sur Strasbourg, et très en avance sur le reste de la France à l'époque, une filière hyper réactive et hyper efficace, mais très mauvaise pour la T2A. Juste un mot sur l'affaire de Strasbourg. Non, il y a bien des médecins, parce que c'est réglementaire au SAMU, mais insuffisant. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que d'un coup, il n'y a plus d'adéquation entre les besoins et les moyens. Et de toute façon, on est tous en conditions de travail dégradées. Les jours où il y a le plus d'appels au niveau des SAMU, c'est le samedi et le dimanche.
Et nous fonctionnons encore comme si le samedi et le dimanche, il y avait une baisse d'activité. Et quand vous vous retournez vers l'administration et que vous dites il faut renforcer, eh ben, il n'y a plus. Et deuxième point, c'est devenu un métier très dangereux. Il y a eu encore une condamnation qui est arrivée hier d'un médecin de Montauban qui est passé à côté d'une hémorragie ménagée. Évidemment, comme tout médecin, ils ne savent pas se défendre, donc d'un coup, il a laissé courir le procès et il a reçu de la prison avec sursis. Grave condamnation, du coup il a divorcé, du coup il a perdu son travail, enfin bon, c'est épouvantable. Mais oui, oui, mais c'est même pire que ça, parce que d'un coup on regroupe. Là actuellement, nous on s'est opposé, nous on veut qu'il y ait un échelon départemental qui reste effectif. À l'heure actuelle, en région, ils raccommodent, ils regroupent les activités des SAMU. Et ça pose de vrais problèmes. L'année dernière, ils ont fermé, enfin il y a de plus en plus de lignes de SMUR qui sont les véhicules du SAMU qui se déplacent au domicile des gens. Ils ferment les lignes de SMUR parce que, d'une part, alors nous on appelle ça la spirale sociale infernale. C'est-à-dire que les conditions de travail se dégradent, donc d'un coup vous avez de moins en moins de médecins qui veulent y travailler, de moins en moins de médecins qui veulent travailler, voilà, et hop, et c'est parti, et c'est une dégradation. Juste un mot pour répondre à monsieur tout à l'heure précédemment sur les familles. Il vous en oubliez un, il ferme Garches. Il ferme Garches, et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ceux qui ont la main là-dessus, c'est Bercy, avec ce qu'ils appellent les copermos, qui sont des projets financiers de construction des nouveaux hôpitaux. Et systématiquement, la première chose qu'ils regardent, c'est qu'il faut fermer un tiers des lits. Donc c'est écrit, et c'est impossible à l'heure actuelle de lutter contre ça. Bon, je vous remercie pour tout ce que vous nous dites. Et j'aurais aimé vous poser une question sur les centres de cancérologie. Alors, par exemple, Curie, est-ce que ce sont des instituts privés? Ou alors, comme en province, par exemple, près des hôpitaux, comme à Angers, le CHU d'Angers, bon, il y a un gros centre de cancérologie là, qui a été tout refait. Bon, avant, c'était papa, un ancien, mais... Alors, comment ça marche tout ça? Tout ça, c'est du... Parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas trop de problèmes. Ça marche plutôt bien. Curie est un exemple, hein, mais c'est du privé. C'est du privé. Alors des fois, à but non lucratif, nous sommes un pays assez singulier où nous avons trois types. Nous avons le service public, nous avons le non lucratif, d'accord, et puis après le lucratif. On est singulier là-dessus. Ils aimeraient bien en faire sauter un. On ne sait pas lequel des deux. Mais il y a un combat entre les deux. Mais c'est la question derrière votre question, c'est l'accès aux soins, parce que vous avez de grandes campagnes sans arrêt sur la prévention du cancer. C'est l'accès aux soins pour prévenir le cancer et après le prendre en charge. Quand vous êtes médecin à l'heure actuelle, vous avez votre activité professionnelle, puis vous avez toute l'activité que vous avez dans le privé, où je passe mon temps à aider des dizaines de personnes à avoir simplement un accès aux soins. Et ça, c'est vraiment une dégradation. Juste, vous évoquiez le Val-de-Grâce. Alors, on n'en parle jamais du service de santé des armées. Mais le conflit que nous avons dans le public, ils l'ont eux aussi. Et il faut que vous sachiez qu'à l'heure actuelle, c'est dans les tuyaux de supprimer le service de santé des armées. Moi, à l'époque, j'écrivais dans Charlie Hebdo, j'étais le seul à défendre le Val-de-Grâce. C'était avant les attentats. Avant les attentats. Pour moi, ça a été une connerie énorme. C'est-à-dire en plein centre de Paris, un bâtiment ultra moderne qui venait d'ailleurs, soit dit en passant, être quasiment refait, d'accord, qui est un bijou, il a été totalement fermé du jour au lendemain. Parce que c'est les militaires. Donc, doigt sur la couture, clac, c'est fermé, c'est fermé. Mais les messages que j'ai reçus après mon article, ça a été des médecins militaires qui m'ont dit ils veulent fermer le service de santé des armées. Avant, vous aviez deux écoles, Bordeaux et Lyon, d'accord, qui entraînaient d'ailleurs des querelles très historiques. Ils en ont fermé une, Bordeaux. Et d'un coup, à l'heure actuelle, il y a un problème majeur de support des troupes en opération extérieure, ce qui fait que l'armée est en train de dire, eh ben, on va prendre, nous on appelle ça des mercenaires, des intérimaires dans le public, bah, eux ils appellent ça des contractuels, et ils prennent des médecins qui ne sont pas forcément forts, parce qu'il y a une spécificité de l'activité
et de santé militaire, eh bien, ils en prennent des contractuels. Non, mais c'est vraiment inquiétant, hein, je vous assure. Hein. Alors, Bien. juste, Oui, parce que madame lève la main depuis. Après, c'est la dernière question, s'il faut qu'on s'arrête, malheureusement, on dépasse le temps. Oui. Bon, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire? On est nombreux, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis militante syndicale. Je me suis retrouvée dans une situation avec mon père qui a peut-être dépassé le quota des 21-23 jours par rapport à la prise en charge. Et je pense qu'il a été liquidé. Qu'est-ce que moi, je peux faire par rapport à la situation? Je n'arrive pas à avoir le dossier. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour la situation générale? Pour ma part, je prendrai, est-ce qu'on peut se parler de voilà, docteur Pelou, parce que je n'arrive pas à avoir le dossier. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous qui sommes là, acteurs, pas passifs? Moi, je veux dire, moi, ça me prend à la gorge. Je suis militante et l'hôpital public, c'est ma vie. C'était ma vie, en tous les cas. Et moi, je ne peux pas supporter qu'en fin de compte, l'hôpital public liquide les patients. Liquide tous les patients. Il faut continuer à militer. Mais avec qui? Ben, avec qui? Avec. Non, mais justement, je n'ai personne. Attends, un instant. Je te donne la parole après. Non, il y a personne. Il faut impérativement continuer. Et c'est très difficile. Là, mais avec nous et rester solidaires. C'est ça. L'enjeu, c'est être ensemble. L'enjeu, c'est être ensemble. Et c'est très compliqué. Le combat syndical est l'un des combats les plus âpres. En France, c'est toujours le politique qui a eu le dernier mot sur l'ensemble des choix. Et l'activité sociale a toujours été marginalisée. C'est terrible. Moi, ça fait 20 ans que je fais du syndicalisme. J'ai jamais eu une lettre de remerciement de qui que ce soit sur ce qu'on a fait. Et on a obtenu. Mais je sais que c'est très dur. Mais il faut continuer. Et c'est ça qui est bien. Attends, il y a. Non, je voulais juste que tu parles du vin. Je voulais t'expliquer. Le 20 novembre, il y a une manif nationale des infirmières. Alors, c'est, à mon avis, je pense que commencer par être là, présent à chaque fois. Alors, ouais, je sais, c'est des grains de sable, mais à chaque fois, c'est un rouage. Hein, on met, à chaque fois, c'est être un petit peu plus. Vous voyez, franchement, il y a 10 ans, ça aurait été compliqué de faire ça, là. Il y a 10 ans, quand on en arrive là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est important chez les soignants et qu'on est arrivé à faire, c'est que la honte, elle change de camp. Parce qu'avant, les gens, ils avaient honte, ils déprimaient, ils suicidaient. Maintenant, on sait que c'est plus les... Chacun se dit pas, c'est moi qui suis responsable, c'est de ma faute si j'ai mal soigné ce patient, c'est de ma faute si on l'a pas amené à temps. Maintenant, on sait qui sont les responsables. Et ça, déjà, on a changé le rapport de force. Madame Buzyn, qui est obligée de dire stop à la T2A, alors certes, c'est pour faire la T3A, une forme de T3A, quoi, pertinence, chirurgie ambulatoire et compagnie. Voilà, tridimensionnel, pertinence, c'est comme, j'ai adoré dans votre reportage, on va faire, alors décloisonner, et on va faire, enfin, ces éléments de langage avec des mots qui font pas de sens. Mais déjà, être de chaque mobilisation, je rappelle la tribune qu'on a signée ensemble pour les EHPAD, avec Christophe, Patrick, qui a recueilli plus d'un demi-million de signataires, et l'air de rien, quand on a fait ça, elle a été emmenée au Conseil économique, social et environnemental. Toi, tu y as été, moi, j'y étais pas. Mais ça a obligé la ministre à se... elle est venue, hein, elle est... Alors, ouais. Il faut absolument, Sabrina, il faut qu'on conclue absolument, après, parce qu'on va prendre le micro dans 2 secondes. J'irais bien vous dire, faut pas mettre Macron dans l'enveloppe la prochaine fois. Un mot d'espoir quand même. Il y a une cristallisation qui est en train de se faire à l'échelon national de tous les personnels soignants, médecins et infirmiers cadres, qui va se concrétiser dans les semaines à venir. Donc tenez-vous au courant sous la forme d'une marche blanche. Donc on a commencé les premières réunions, la date n'a pas été choisie, mais tenez-vous au courant avec bien entendu tous les syndicats médicaux et autres. Donc c'est en train de se préparer et là il faudra qu'on soit des dizaines de milliers dans la rue. Donc là aussi, il faudra que vous nous apportiez ce soutien dont on a absolument besoin pour peser sur les politiques. Donc il y a une séance de dédicace qui est organisée maintenant pour les livres tous les intervenants qui étaient sur le plateau maintenant. Si vous voulez y aller, évidemment. Je te mets le micro. Vous pouvez donc voir le film que vous avez vu sur le site Passeurs d'Alerte et sur YouTube. Et pour information, on a terminé le tournage du 2e épisode qui est consacré au CHU de Strasbourg et qui sera en ligne fin janvier 2019. Donc vous pouvez nous suivre soit sur Facebook, sur la page Lanceurs d'Alerte, Passeurs d'Alerte ou le site passeurdalerte.org. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Je ne sais pas si ça a été fait, excuser Ella Kiriev, qui a été licenciée après avoir témoigné dans Envoyé spécial,
que l'on avait invitée. Son petit-fils était très malade et donc elle n'a pas pu venir et je voulais l'excuser puisqu'elle me l'a demandé. Je voulais vous remercier parce que dans votre travail au quotidien, vous êtes super engagé dans un travail plein d'humanité et c'est quelque chose d'important. Et ce week-end, vous venez en plus encore vous engager avec toujours plus d'humanité et franchement, c'est quelque chose. Je voulais vous dire qu'on a travaillé avec 2 écoles de journalisme. Donc il y a des étudiants journalistes qui voudraient pouvoir s'entretenir avec vous, et si vous pouvez avoir la gentillesse de le faire, parce que ce travail était vraiment essentiel pour nous, de travailler aussi avec les futurs journalistes et de montrer que ce lancement de l'alerte repose sur la publication d'informations. Et enfin, je voudrais juste vous rappeler que ce salon n'existe que par une toute petite équipe de bénévoles qui autofinance ce salon pour rester indépendant. Et donc vous pouvez y participer si vous voulez, ça c'est une chose, mais surtout ce que je voulais dire, c'est que nous sommes le pot de fer et nous ne sommes pas le pot de terre. Et j'entendais une question, qu'est-ce que l'on peut faire? Ben voilà, cette initiative est une réponse à qu'est-ce que l'on peut faire, puisque finalement on le fait comme ça, juste avec de la bonne volonté, un petit peu d'organisation et finalement, bien sûr, le partenariat et la co-organisation avec la Maison des Métallos, bien évidemment. Mais c'est une co-organisation il a fallu apporter cette conviction, convaincre la Maison des Métallos. Et donc, on est en mesure de faire des choses aussi quand on a un peu de conviction et d'engagement. En tous les cas, merci. Il y a les dédicaces. Et merci à tous pour être là. Et merci à vous encore pour tout votre travail au quotidien et encore aujourd'hui.